De retour ici à Lancan, nous sommes à La Rochelle, bien sûr, au Salon Sorum, sur notre plateau télé qui diffuse sur l'ensemble de nos réseaux ce moment de partage avec les marques, avec les exposants de ce salon. Et j'ai le plaisir et l'avantage d'être à côté de Jonathan Chauve, qui est le boss de la devenue célèbre maison Sodade. Bonjour et bienvenue en tout cas. Bonjour. Parle-nous de Sodade et d'abord, parle-nous d'abord de toi et de comment tu es arrivé à te dire, ben écoute, je vais créer des rhums et quitte à aller parcourir le monde et mettre mon sac à dos pour aller dans des contrées pas toujours accessibles, parce que j'ai vu les photos sur les réseaux où tu es carrément au milieu d'un chien de Cannes, presque pieds nus, avec un short, un t-shirt. Je me suis dit, le pauvre, raconte-nous, parle-nous de toi et de Sodade. Bonjour Philippe. Bonjour. Moi c'est donc le Cap-Vert. Donc déjà sensibilité au niveau du rhum, c'est simple. Hein, ma famille paternelle est martiniquaise, voilà, du Lorrain en Martinique. Comme beaucoup de jeunes Antillais, c'est mon père qui m'a appris à boire le rhum. Donc voilà. La sensibilité, les décollages à 6 h du matin avec mon tonton avant de partir à la pêche, les petits naissons anti-punch, tout l'univers du rhum vient de mon père en fait. Et le Cap-Vert, ça a vraiment été des circonstances en fait, pas comme le karma, mais les choses se sont déroulées de manière logique en fait. En fait, il y a presque quasiment 10 ans maintenant, je décide de partir. Voilà, il se passe quelque chose dans ma vie. Je décide de partir. Je cherche une destination, pas trop loin, pas trop cher non plus. Et en fait, je me souvenais d'un pays qui s'appelait le Cap-Vert. Et j'avais entendu parler de Français qui n'étaient jamais revenus de là-bas, comme quoi c'était un pays magique. Je connaissais Césaria Evora. Je me dis, ouais, génial. Et en fait, je me rends là-bas et j'arrive en pleine saison de la canne à sucre. Donc au Cap-Vert, c'est de janvier à mi-mai, juin à peu près. Et en fait, j'arrive au paradis. J'arrive au paradis, pourquoi ? Et je pense que tu me comprendrais quand je parle de paradis. Hein. J'arrive dans une petite vallée perdue où il n'y a pas de route pour s'y rendre en fait. Hein. On remonte dans cette vallée, dans le lit de la rivière. Et là, je vois des micro-distilleries, même pas des distilleries familiales en fait. Et ça sentait bon. Les gens étaient adorables. Ça ressemble à quoi ? Un mélange entre Madère et La Réunion, on va dire. D'accord. Très accidenté, une culture de la canne en terrasse. Et mais je me dis, mais c'est magnifique ici. Les gens adorables. Des odeurs magiques et tout ça. Et je me suis dit, mais c'est l'endroit où je veux vivre, en fait. Presque. Je me suis presque dit ça. Hein. Et puis, en fait, il y a une petite voix qui a parlé et qui m'a dit, rentre chez toi, t'es pas d'ici, et puis rentre chez toi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tellement été... donc, hiver 2014, j'ai tellement été subjugué par ce pays que, en fait, l'année d'après, j'ai décidé d'y retourner. Mais d'y retourner pour ramasser la canne et distiller avec les gens. Sodade était très loin d'être créé à cette époque-là. En fait, grossièrement, je suis partie de cette génération qui prenait des vacances pour faire les vendanges. Voilà. Et les ambiances des vendanges, c'est magique, parce que pourquoi on travaille et on passe des moments uniques avec les gens. Et en fait, j'ai reproduit ça de manière saisonnière au Cap-Vert. C'est qu'en fait, je m'y rendais pour ramasser la canne et distiller avec les gens pour mes vacances. Et qu'est-ce qui se passe, Philippe, en fait, quand tu pars 2 semaines dans un pays, que tu travailles la journée avec les gens, que le soir, tu fais la bringue, et que tu fais ça pendant 15 jours. Quand tu repars de là-bas, tu pleures. Sodade, Jonathan, Sodade, c'est ce qu'on me disait, tu vois. Voilà. Les gens, on n'en était pas tristes, Oui. mais c'était tellement fort ce qu'on avait vécu. Voilà. C'était pas la nostalgie, c'était... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un certain temps, souvent, je ramenais des cadeaux au Cap-Vert. Je ramenais du cognac, vu que j'habite en Charente. Et en fait, mes amis, qui sont devenus des amis au bout d'un moment, m'ont identifié en fait avec le cognac. Ils me disent, ah, Jonathan, il travaille dans le cognac. Non, je travaille pas dans le cognac. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que John Santos, qui est maintenant mon associé là-bas, mon responsable qualité et logistique aussi, m'a proposé qu'on en vende en France. Et je lui ai dit, écoute, c'est une bonne idée, mais on va travailler sur la qualité. Et de là, en fait, j'ai fait quelques modules dans l'école du cognac, le CIDS, voilà, où j'ai étudié la distillation charentaise. Et en fait, j'ai proposé à John,
c'est un cahier des charges. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que donc, la culture de la canne au Cap-Vert et la culture du rhum, parce qu'il n'y a pas de sucrerie au Cap-Vert, hein, donc toute la canne est faite pour la distillation du grog capverdien, donc du rhum. Et en fait, c'est un alcool paysan, donc un alcool qui n'a jamais été fait dans forcément une recherche d'une qualité. Il existe depuis 450-500 ans, mais sans cette idée que, tiens, on va créer un produit encore meilleur, encore meilleur. Non, il était très très bon là-bas. Comme la plupart du temps, quand on déguste un alcool sur place, il était très très bon. Mais quand je le ramenais en France, même mes amis les plus fidèles me disaient, Jonathan, ton truc, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai proposé le cahier des charges à John. En fait, on a fait du monovariétal, ce qu'il ne faisait pas auparavant, et on a décidé de faire des coupes dans la distillation parce que les alambics capverdiens sont des pot stills. Donc grossièrement, en fait, les cousins des alambics charentais. Voilà. Et en fait, on a enlevé les têtes et redistillé les queues. Rien qu'en faisant ça, on a atteint, pas une qualité, mais on a premiumisé le produit. C'est tout ce qui s'est passé, en fait. Donc, moi, j'ai souvent tendance à me mettre un peu en retrait, en fait, par rapport à la marque, en disant oui, Jonathan, Sodad, oui, ok. Le plus important, c'est la marque. Et le plus important, en fait, c'est les gens qui travaillent avec moi là-bas. Et moi, je suis, on va dire, je me considère comme coproducteur, mais ils en font autant, sinon plus que moi là-bas, en fait. Et ils ont parié sur moi, j'ai parié sur eux. Et ça fait 3 ans que ça dure, et la qualité est toujours là. Et la gamme se développe. Et comme me dit mon chimiste, vos eaux de vie, elles n'ont rien à envier à une eau de vie française. Je dis, pétard, pourtant, c'est produit à l'ancienne. Les saveurs oubliées de Sodad. Très, très, très jolie histoire. C'est vrai que tu vois, on t'écouterait parler des heures de Sodad et surtout de cette aventure au Cap-Vert. C'est vrai, très joli. Vraiment, merci, on ne parle pas de Rome, vraiment. Non. On parle de ton histoire et de l'histoire. Voilà. Elle est tellement jolie et singulière qu'effectivement, on t'écouterait pendant des heures. Mais bon, plus que de longs discours, je vais quand même goûter, tremper mes lèvres. Donc, c'est quoi alors donc, que je comprenne bien, parce que je sais que y a... Alors, c'est pas une mode, mais plusieurs opérateurs de l'écosystème du rhum se sont intéressés au Cap-Vert et au grog. Ferroni, par exemple, Guillaume, tout ça. Et toi. Mais j'ai pas très bien. Alors, je me suis pas penché dessus. C'est quoi la vraie différence, également pour nos téléspectateurs, entre le grog et le rhum? Puisque tu me dis que le grog est fait à partir de canne à sucre, pur jus, on n'a pas de mélasse, donc ils ne prennent pas la canne à sucre, ils ne la font pas chauffer, machin, tout ça, ils ne la cristallisent pas. Donc, c'est la même chose ou pas? C'est le nom qui change? En fait, moi je dirais que, bon, ça c'est ma propre définition, bien sûr. C'est ça qui est important. Moi je dirais que le grog est un rhum pur jus paysan, au même titre que le clairin est haïtien. Alors, le grog, hein? Le grog capverdien est un rhum pur jus paysan. D'accord. Et je pense que même s'il n'y a pas d'appellation grog, si le grog venait un jour, dans l'absolu, à se mécaniser, pour moi, il perdrait son essence de grog. Il perdrait son nom de grog pour devenir rhum. D'accord. Ouais, parce que le grog est un labeur. Le grog est un jus de paysan. Un jus est un alcool de paysan, n'est pas un alcool de distillerie. Oui, mais que tu as premiumisé. Voilà, oui. Oui, mais comment dire, le fait que moi je le premiumise, enfin le fait que j'ai eu cette démarche de qualité, n'a pas changé les modes la quantité de production là-bas. D'accord. En fait, la seule chose qui me fera augmenter la production, la production de Sodad, c'est de faire adhérer un peu plus de producteurs à mon cahier des charges. C'est tout. D'accord. Voilà. Donc pour l'instant, j'en ai 2. J'en aurai sûrement un 3e en 2024. Voilà. Mais clairement, on est sur un pur jus de canne à sucre qui a fermenté entre 12 et 15 jours. Donc là, le jus, c'est un 100% canne bourbon capverdienne, donc variété rustique et endémique de là-bas. Il a fermenté 15 jours à l'aide de levure sauvage. Il n'y a pas de levure de laboratoire au Cap-Vert. Et il a été distillé en alambic capverdien, donc en pot still capverdien, une passée et demie. Enfin, on a enlevé les têtes et redistillé les queues.
Il n'y a pas de bois au Cap-Vert, donc on distille à la fibre de canne à sucre. Qu'est-ce que je peux te dire? Voilà, on est sur un jus. Cette longue fermentation, je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe, hein, mais cette longue fermentation a donné des beaux arômes de canne, un floral, une gourmandise. Ouais, mais une gourmandise naturelle, une gourmandise qui n'est pas recherchée. Ouais, mais naturelle. C'est exactement ça. Moi, j'ai ce côté floral qui est très, très, très présent. Alors, peut-être que ça tient de la fermentation. C'est ça. Ce sont des levures indigènes? Indigènes, sauvages, oui. D'accord, sauvages. Donc, j'aime bien cette fermentation longue. Je ne l'aime pas beaucoup, généralement, sur d'autres. Ça me gêne, si tu veux. Mais là, très clairement, j'aime bien. Et j'aime bien ce côté floral que j'ai pas forcément sur des rhums pour lesquels j'ai une inclinaison qui sont les purs jus de canne. Et je trouve ce côté justement floral, là où des fois j'ai plus de végétal, assez intéressant. Moi, ce que j'aime aussi dans les rhums, et je trouve que là il est assez easy, assez accessible. Et c'est un peu ça le principe, ouais. Exactement. Le gras en bouche qui tapisse le palais, et puis le rhum qui vient glisser dessus, avec ces notes florales. Non, ça me va bien. Et puis après, il se dissipe assez facilement. Comment on consommerait celui-là, ce grog? Personnellement, moi, je le consomme comme ça. Virgin, ouais. Je le consomme comme ça, je le consomme à température. Ouais. J'aime à dire que c'est pour ça que bon, je t'ai sorti donc le 100% canne Bourbon. Ouais. Je pourrais te faire goûter, mais bon, pas non plus en goûter des tonnes, mais je pourrais te faire goûter mon 100% canne rouge capverdienne, qui n'a rien à voir. J'aime à dire que en fait, ce que tu viens de goûter là, c'est l'expression d'un terroir, c'est l'expression d'une terrasse, c'est l'expression d'une exposition. On est presque sur du parcellaire en fait. On est sur l'expression d'une exposition, d'une variété de cannes. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question de tout à l'heure concernant la définition du grog. Mais le grog, c'est ça en fait. C'est ce que tu viens de goûter, c'est l'expression de ce terroir-là et l'exposition de cette parcelle, enfin de cette terrasse-là, parce que c'est pas des parcelles, c'est des terrasses. Voilà. Le secret par exemple là, en l'occurrence, c'est Manuel Montero. Le secret de ces levures indigènes, voilà, dont je n'ai pas le droit de connaître les secrets. Ça, c'est bien la seule chose que je ne maîtrise pas. Et je ne veux même pas le savoir, en fait. Voilà, il tient ça de son grand-père, qui tenait ça de son père, qui donnait ça de son père, depuis des siècles, hein, parce qu'on parle vraiment de siècles maintenant. Voilà. D'accord. Et donc, ensuite, tu as décliné ta gamme. Oui. Avec la canne, c'est la canne rouge. Ouais, c'est la canne rouge, voilà. Là, donc là, un vieillissement. Voilà. Et là, c'est en fait, donc c'est une. Tiens, JB. Ouais, avec le reflet, c'est pas. Hop, bon. Pardon. Ouais. Excuse-moi. D'accord. Et là, tu me disais donc sur ceux-là. Et donc celui-là, en fait, on va dire, je dirais que c'est pas une erreur, hein, parce que comme les bêtises de Cambrai, on fait toujours des choses un peu par hasard. Ben là, en fait, tout simplement, cette canne à roca, donc cette canne rouge de 2020, ce qu'il faut également savoir, c'est que, étant donné qu'on est sur des alcools, j'aime à dire paysan, mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment qualitatif de dire paysan, c'est que dans le sens où il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Les aléas climatiques sur une île, sur une petite île comme Saint-Antao, fait que d'une année sur l'autre, la canne rouge, la canne à roca n'aura pas le même goût, n'aura pas les mêmes saveurs. Voilà. Donc là, c'était cette bouteille-là, et c'est une canne à roca de 2020, extrêmement grasse, extrêmement laiteuse. Quand je l'ai reçue en 2020, ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus de place dans mes cuves inox, et j'ai pas eu le choix de la mettre dans une barrique, en attendant d'avoir de la place. Et en fait, voyant que le jus se comportait très bien dans cette barrique, j'ai décidé de le laisser 6 mois. Ouais, ça lui a apporté une rondeur, des parfums, une douceur, c'est du velours, du velours. Et tu disais tout à l'heure qu'on est sur des alcools très accessibles. J'invite tout le monde, j'invite les gens, j'invite tous les passionnés de rhum à goûter le grog capverdien. J'invite les gens, voilà, je pense que les grogs capverdiens, donc les purs jus, sont peut-être une bonne étape. Je sais pas, pour les amateurs peut-être de mélasse de canne à sucre, à qui peut-être certains bruts de colonne font peur parce qu'on est sur des volumes, on est sur des degrés qui sont tellement hauts que voilà, ça peut faire peur. Oui. Ah, c'est fort, c'est fort. Là, les grogs capverdiens n'excellent jamais 45 degrés. On est sur de la petite douceur alors qu'on est sur un pur jus. C'est une jolie... Faites une petite escale au Cap-Vert
avant d'aller chercher les brutes de colonne. Alors, par analogie, Dis-moi. est-ce qu'on ne pourrait pas dire, Oui, dis-moi. sans que ce soit une insulte, Non, non. que le mode, alors bien sûr, c'est peut-être pas les mêmes levures, Non. c'est peut-être pas la même variété de canne, mais est-ce que ça se rapprocherait pas de la cachaça qui... Eh ben, c'est un cousin de la cachaça. C'est un cousin de C'est la l'un cachaça. cousin. En fait, le grog capverdien est grossièrement entre la cachaça et les les rhums antillais. Voilà. Et d'ailleurs, pour abonder dans ce que tu dis, si vous demandez une caipirinha au Cap-Vert, ils vous feront ça avec un grog capverdien. Génial. Mais bon, voilà, faire une caipirinha avec ces alcools-là, Dommage. bah, à part, oui, si, après, on fait des cocktails avec de très, très bons alcools. Mais voilà, Oui, on est d'accord. on est d'accord. On va pas se fâcher avec nos copains bartenders, mixologistes. Et ce dernier, donc donc tu fais des trucs bio? Bah, non, c'est du botanique. En fait, c'est un botanique rhum botanique. C'est un grog botanique, D'accord. tout simplement. Donc, en fait, voilà, je dirais pas par souci, mais par idée d'élargir la gamme et de venir peut-être chercher certaines personnes qui seraient pas spécialement attirées par les blancs. Oui. J'ai décidé de créer une gamme botanique et spice, voilà, D'accord. et qui respecte toujours l'éthique de la marque. En fait, là, le botanique Johan que tu as dans les mains, Oui. il est fait à 98% de canne rouge capverdienne, donc de la canne de la canne à roca, et j'y ai mis moins de 2% de miel de canne à sucre qu'on fait là-bas au chaudron. Un peu comme qu'on appelle en Martinique le sirop batterie. J'ai batterie, oui. Voilà, mais après, le mode de production là-bas est tellement dingue dans des chaudrons en pierre chauffés à la bagasse. C'est une vraie culture là-bas. Même John, quand on fait justement quand on fait ce miel de canne à sucre, ce caramel, c'est une science, quoi. Et en fait, on arrête la caramélisation avant que ça brûle. On est sur un caramel un peu torréfié. Et en fait, je me sers de ce caramel-là pour sucrer justement, bon, très légèrement bien sûr, hein, mais pour sucrer ce botanique. Et j'y ajoute une décoction de plantes. C'est un produit encore plus accessible et qui respecte toujours l'éthique de la marque. Ce qu'il faut rappeler aussi, hein, c'est que le Cap-Vert n'a jamais connu de pesticides. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu l'argent pour s'y acheter. Mes cannes, ma canne Bourbon, la canne Bourbon et la canne rouge que je travaille là-bas, bah, je dirais, elles sont naturelles, tout simplement. Elles ne sont pas bio, elles sont naturelles. Au-delà de ça. Voilà. Écoute, génial. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment apprécié, mais sincèrement, notre échange et le fait que tu nous... Parce que bon, on se connaît sans se connaître. Oui. On s'apprécie. Et très clairement, ben, toi, comme d'autres, tu es venu sur notre premier salon à Bordeaux. Tu nous as suivis sur La Rochelle et on te remercie. Mais c'est vrai que on n'a jamais discuté comme on discute maintenant et tu m'as jamais parlé de ce que tu fais. J'aurai à nouveau, et j'espère que vous aussi qui nous suivez sur les réseaux sociaux, j'espère que vous aurez également un autre regard, en tout cas plus précis sur la démarche de Jonathan sur ces grogs. Et écoute, ça nous donne envie d'aller plus loin dans l'exploration et d'aller tremper les lèvres dans l'intégralité de la gamme. Tu as la gamme, c'est à peu près, j'en ai 8. Ah oui. À peu près 8. Mais c'est vrai que c'est toujours entre 7 et 8, ouais. Des petites productions. Toujours. On est vraiment sur des mini-bacs, en fait, on est sur des micro-séries. L'idée, c'est aussi de créer de la nouveauté. Mais bien sûr. Et l'idée aussi par contre, tout ce que je fais, mais vraiment tout ce que je fais est cohérent. Il faut que ça soit cohérent tout le temps. Les fûts que j'utilise pour mes finishes ou pour mes élevages, par exemple, j'ai fait un finish en ex-fût de rhum agricole Martinique, mes origines paternelles. Là, j'ai pour la fin d'année un finish en cognac, en ex-fût de cognac XO. On est en Charente, c'est cohérent. Et j'ai un petit test là qui est dans les tuyaux. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, hein, mais je vais faire un assemblage qui séjourne en ce moment dans un ex-fût de Saint-Émilion, vin rouge. Ah. Ouais. Donc ça, c'est des petits tests, mais tout doit être cohérent. Bien sûr.
Mais moi, ce que j'aime très clairement, et je vous le dis à vous qui nous regardez, ce que j'aime moi dans le rhum aujourd'hui, s'il y a plus de 2% de croissance par an de manière continue depuis quelques années, c'est bien parce qu'effectivement, il y a des créateurs comme toi. Alors, les maisons, les grosses maisons, les grosses distilleries, bien sûr, aujourd'hui, ben, elles sont challengées par justement les micro-distilleries, par les embouteilleurs indépendants qui, effectivement, cherchent dans ce qu'elles font du sens. Alors, il faut qu'il y ait de la qualité, bien sûr, il faut que ce soit cohérent. L'idée, c'est pas que de faire du sens, c'est qu'il faut que qualitativement, au-delà que ça ait du sens, il faut que qualitativement, il y ait un défi philosophique à relever, technique, et puis après, in fine, il faut qu'il y ait effectivement de l'émotion, il faut qu'il y ait du sens. Et moi, je suis surpris, agréablement surpris de voir que cette jeune génération, on peut dire ça parce que je suis un jeune vieux, je me considère comme tel, mais c'est vrai que je suis hyper là sur ce salon à La Rochelle, mais il y a énormément de jeunes créateurs, de jeunes micro-distilleries, enfin, ou de jeunes hommes qui sont à la tête de micro-distilleries et qui s'investissent comme ça, avec des parcours de vie, mais ton histoire me rappelle l'histoire d'une personne que j'ai reçue tout à l'heure, pareil, qui a décidé d'aller en Amérique latine à 18 ans ou 19 ans, de parcourir quelques pays. Et puis en revenant, on s'est dit, bon, je suis les Charentes, ben, je vais faire un truc qui a du sens avec les Charentes, pays où on fait effectivement des eaux de vie, hein, le pinot, mais les cognacs également. Et voilà, il est parti dans son aventure et ça a du sens. Et qualitativement, ben, voilà, il y a ce que je retiens chez vous vraiment sur les jeunes, c'est qu'il y a il y a ma copine Anne nomme l'esthétique du goût. C'est-à-dire que on fait pas des trucs industriels, on fait pas des trucs pour faire aller sur une tendance. Non, on fait parce que il faut que ce soit esthétique, gustativement, physiquement. Après, c'est pas. Mais il faut que vraiment en bouche, voilà, qu'il n'y ait pas de triche, d'apport en des choses qui édulcoreraient et qui n'auraient pas le sens que tu veux. Il faut que ça soit vrai, en fait. Je pense que c'est ça, en fait. Je pense que ça soit vrai. Après, juste pour vraiment finir, donc vraiment, enfin, voilà, pour vraiment témoigner de la démarche de Sodade, moi, je cherche vraiment l'expression d'un terroir. De là à, je pense ça, bon, je te parlais de ces finishes, de cette cohérence. Ça, c'est pour proposer, proposer d'autres produits. Mais je vais te dire en toute franchise, hein, si ça tenait qu'à moi, je ferais que du blanc. Et j'exprimerais chaque terrasse de la vallée de Champèdre à travers différents blancs. Écoute-moi, tu prêches un convaincu. Moi, je crois que les eaux de vie de Cannes, parce que c'est cela dont il est question, ça, ouais. Les eaux de vie de Cannes ont une telle expression en fonction du terroir, de la variété. Là, on a nos amis de Bel et Trésor qui travaillent également sur les zones humides, sur des zones sèches, sur des monovariétaux, etc., sur des parcellaires. Non, le rhum, pour moi, il est d'abord blanc. Après, quand il passe en barrique, c'est autre chose. C'est exactement. Ouais. On peut le retrouver. Exactement. Et moi, j'aime ça et c'est pour ça que j'aime les blancs. Et aujourd'hui, avec le travail que tu fais et que d'autres font également, ces eaux de vie de Cannes, ce sont des eaux de vie de Cannes de bouche qu'on déguste comme un rhum vieux, comme un spiritueux, comme un whisky, comme un cognac, comme un armagnac, parce que c'est complexe. C'est pas juste quelque chose qui va servir à faire des cocktails. Voilà. C'est vraiment chapeau pour le travail que tu fais. Merci beaucoup. Je te souhaite plein de bonheur et plein de réussite dans l'avenir de tes bébés et de tes pépites. Et j'invite tout le monde, bien sûr. Voilà, la marque Sodade, Jonathan Sauve qui est venu nous rejoindre. Venez goûter ici ou ailleurs chez vos cavistes où tu es référencé. Je sais que tu es distribué par Jean Boyer. Par Jean Boyer. Voilà, donc sur tout le territoire français. Après, je suis pas sur des gros volumes. Hein. Oui, donc souvent, les gens ont tendance à peut-être avoir des difficultés à voir mes bouteilles, mais bon, cherchez bien. Oui, mais de toute façon, si on aime cette cuvée-là, c'est un millésime, on a bien compris. Oui. D'accord. Oui. Tu titres combien de bouteilles dessus? Là, il y en avait, ceux qui restent ou ce qu'il y avait initialement. Non, initialement, on approchait 1000 bouteilles comme ça. 1000 bouteilles. Donc voilà. C'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est sur ce millésime-là. Il en reste plus beaucoup là. Il en reste moins de 100, ouais. Moins de 100. Ouais. Donc, on passe par... on peut vendre en ligne?
Tu vas en ligne? Oui, je le vends en ligne. L'adresse, vas-y. Donc, sodade-romcapvert.fr ou .com, c'est comme vous voulez. Voilà. D'accord. Voilà, Bon, et je livre sous 48 heures, c'est livré sous 48 heures et 0% de casse en 3 ans. Oh, génial. De parano. Merci, Jonathan. Bonne Merci fin de beaucoup. salon Merci et à beaucoup. très vite, bien sûr. Merci Philippe.